Hi. Hi, everyone. My name is Kadi Diop, and I'm a member of the COCO team, and I'll be your host for today. And welcome to our presentation of the Diversité d'abord, a portrait of racism in Quebec's community sector research projects report. COCO's purpose is to help build a more socially just world by supporting the health and well-being of community organizations in Quebec, excuse me, by bolstering the impact and amplifying the voices of grassroots organizations, and by strengthening inclusion and diversity within the community sector. This event is bilingual and hybrid. So some of you are following us through our Zoom or through our live stream on Facebook. For those of you joining us online, we've dropped the PDF version of the slide deck presented today in the chat to all the participants present in the space today. This will also be sent to you afterwards. Before getting started, we'd like to mention that as an accessibility measure, we're offering an interpretation service. So when someone speaks in English, French interpretation will be available online. When a person speaks French, English interpretation will be available. To make this service run smoothly, we'll sometimes have to take breaks or slow our voices down to give our interpreters a chance to do their job. We'll also be taking tiny breaks, about 10 seconds, between English and French speaking portions to allow the interpreters to properly represent what's being said or to make the transition from one language to another. We're also offering sign language interpretation. It'll be important for the sign language interpreter to hear your name clearly during the question portion, and to take your time when you speak. We'll remind you later as well. Onwards. So to begin, we'd like to recognize that we're standing on the cusp of the fall equinox here in Tiohtià:ke. It's a time of balance and reflection. And we want to recognize the ongoing impact of colonization and the importance of decolonization and anti-racism work in our efforts to create a more just society. We honor the rich history and culture of the Kanien'kehá:ka and Indigenous peoples and commit to fostering respect, understanding, and partnership with Indigenous communities as we work together towards reconciliation and equity. This event, being hybrid, is a first for COCO, especially since the pandemic. So we welcome, we invite a lot of patience, grace, a little understanding during the presentation. There's going to be a question period after the presentation of the data of the research. So if you are really excited to ask a question, we encourage you to write them down, okay? For folks online, for tech reasons, we unfortunately won't be able to hear your voices today, okay? But we invite you to send your questions in the chat and we'll be able to ask them on your part. If you have any tech problems, please contact Melis on Zoom. They're amazing. They're fabulous. All right, let's move on to our objectives for today. So we've got three. Our first goal is to present partial research results to partners and member organizations, all of you, of the Quebec community sector. We also want to encourage reflection on the racial discrimination experiences of racialized people in the community sector in Quebec. And finally, we also want to promote a better understanding of COCO's commitments and anti-oppression values. That's what we're doing today. Our agenda now. So we're already in the welcome portion, so we've done that. We'll move into the panel and data presentation in a couple of minutes, and we'll have a question period around 11:15. So you'll notice there is no break. We invite you to take care of yourselves. The space is open. For a netiquette, it's a hard word to say, netiquette. For those of you who are joining on Zoom, so we've shared our netiquette with you ahead of the event, and it's in the chat right now. We invite you to consult the document, and if you have any questions, you can address them to Melis. For our in-person etiquette, so we're going to be speaking about the lived experiences of racialized people in Quebec, in the community sector. We acknowledge
that some of the elements of the conversation may generate some discomfort and some big feelings. Due to this, we invite you to take care of yourselves. That is a priority, okay? We also invite you to take care of one another so that we can move through today with community care and with kindness. We also invite lots of care and mindfulness in how we react to any questions, comments, shares, so that we can maintain an open space of discussion and courageous dialogue. Does that make sense? Thank you. We have a photographer for the event. Please, if you do not wish to be photographed, just mention it to our lovely photographer and we'll be able to take care of that for you. COVID-19 measures. So we've learned a lot through the pandemic, and COCO is developing a health and safety protocol for in-person facilitation and events to continue ensuring a safe and inclusive environment for all involved. We want that protocol to be based on values of care, respect, and interconnectedness. As a participant in this event, we invite you to identify the location of masks, hand sanitizer, any other PPE that is available. Respect physical distancing and other safety measures as much as possible. Practice hygiene throughout the event, wash your hands, use hand sanitizer, and notify us, please, please notify us at our email if you develop any COVID symptoms after the event so that we can make sure to share that information. We're really pleased to be able to offer counseling support to those in attendance also through Gabriela Gomez, who is amazing. You will be able to find her in room 106 behind. So once you leave the room to the right, we invite you to use the service not only in times of distress. If you feel discomfort, if you want to talk something out, that is what she is here for. On to the research. So to present the data of the research, we have our principal researcher and co-author. So we've got Emily Claire and Kira Page. So Emily is the lead researcher and co-author of Diversité d'abord, Racism in the Quebec Community Sector. They're a mixed race, Hong Konger/white consultant and facilitator, accompanying nonprofit organizations on issues related to anti-oppressive change management, conflict engagement, human resources, team dynamics, and learning design. Emily is now a partner and consultant at Saltwater Learning and Consulting Group. Kira. Kira is the author, the co-author of Diversité d'abord. She is a white consultant and facilitator who accompanies nonprofits to navigate learning and change with a focus on strategic planning, organizational structure, conflict resolution, and anti-oppression. Kira is now a partner and consultant for Saltwater Learning and Consulting Group. And for the moderation and the exchange during the question period, we have Janie Janvier, Executive Coordinator of Programs at COCO. Janie has around 15 years of experience in the community sector, where she's served in diverse roles, including project evaluation, management, training development, and more. Janie believes that the perspective of every person is essential, as it is their experience that often illuminates a path towards solution. Tempered by her experience working for citizen participation organizations, Thank you. And a Montreal Neighborhood Roundtable. She's passionate about governance, transforming the practices of organizations, going through change, and working together to explore different collaborative postures with confidence. At COCO, she's been our executive coordinator since May 2023, and she supports the team in transformations in the processes, systems, and practices. Wow, that was a lot of words. Janie, take it away. Merci. Merci, Kadi. Merci. Merci énormément pour cette introduction, Kadi. Donc, je serai votre modératrice pour aujourd'hui et je tenterai de mon mieux de supporter la présentation des données auprès de nos autoristes et à la fois d'entendre vos questions et de faciliter les échanges qui vont suivre après la présentation des données. Donc, encore aujourd'hui, juste pour le dire puis le nommer, se valider ensemble, le racisme systémique, c'est pas facile d'en parler.
parfois inconfortable et même un tabou près de certaines communautés ou certaines personnes. Donc, pourtant, le racisme systémique, les discriminations raciales que vivent les personnes racisées au jour le jour, dans notre cas, avec des données dans le secteur communautaire québécois, sont bien réelles. Donc, avec les données du rapport Diversité d'abord, on souhaite profondément soutenir et donner des moyens pour responsabiliser les organisations du secteur communautaire québécois à démanteler le racisme dans leur structure. Donc, Émilie et Kira vont prendre un moment aujourd'hui pour nous présenter des premières conclusions de ce projet de recherche afin d'approfondir notre compréhension et de pousser des réflexions, des discussions plus tard. Donc, comme je l'ai dit un peu plus tôt, à la suite de la présentation, il va y avoir une période d'échange et de discussion. La présentation va être partagée dans le chat pour les personnes qui sont connectées en ligne et sera également envoyée à la suite de l'événement pour les personnes ici présentes dans la salle. Et juste pour faire mention, cet événement est aussi diffusé en direct sur notre page Facebook du Coco. Donc, sachez aussi que cette vidéo, si vous voulez la regarder par la suite, ça sera possible de le faire et de la partager. Pour des soucis d'accessibilité, Kira fera la présentation de données en français et Émilie en anglais. Donc, commençons. Émilie, est-ce que ce serait possible de nous remettre en contexte comment le projet Diversité d'abord a commencé? With pleasure. Can we just all take a collective breath? I think that would help me feel more grounded. Can we just do that? So we'll go. This is like 7 years of work and it has very high stakes. So thank you all for being here. And I might ramble a bit, but that's part of life. So can I steal the notes off? All right. So Diversité d'abord started in 2017, which is kind of wild to think about. Why did it take 7 years? And don't worry, we will get into that later on. The idea was that Coco, in Coco's work, we had been really like hearing these stories of racial discrimination. Coco itself was kind of going through some reflections on what does it mean to be an anti-oppressive organization. And so they were like, hey, let's do some research on what does racial discrimination look like in the Quebec nonprofit sector. Part of the logic behind it was we would often hear there's not enough data about racism in the community sector, which is not true on many levels. But what we felt was like, well, if that's what they want, let's give them what they're asking for. And so the idea is that we would collect data and then hopefully from that start to develop particular anti-racist and anti-oppression practices, tools for the Quebec community sector specifically. So that's kind of the genesis of the project. So we had two core research questions. I won't read them out. Yeah, I'll read them out. So it's like, how do Quebec community organizations perceive and address racial diversity on their teams? And then how do Quebec community sector workers experience race and racism in their workplaces? I think Quebec has a lot of particular context, and so we also did want to explore how did Quebec's particular context manifest in these issues overall. So there's a lot more detail in the report, so but I also know it's like quite a long report, so we'll do like a bit of an overview of it, but there's more detail in terms of our methodology. Yeah. So of course we started with a lit review, and there's a lot of really interesting research from like RIOC and Relais Femmes. So thank you for that research that was done. And we also looked at what was happening in the rest of Quebec, Canada, and even the United States from a methodology and just kind of like what are the principles that we're looking for and how do we want that to be represented within the research methodology and structure. So what we felt was that we wanted both qualitative and quantitative data. The logic behind that was that we wanted to be able to get a breadth to kind of get like a kind of an overview of what was happening, but the kind of qualitative focus group allowed us to get a lot of depth, kind of that kind of nuance of what was actually people's experiences. And so in that, we had 2 online surveys that were bilingual and 5 focus groups for racialized community sector workers.
And they were like absolutely beautiful spaces where people shared stories. It was very dialogical, so people were kind of really communing and sharing some very like heartbreaking stories, but also like moments of resistance and resilience as well. Yeah, I won't go into how many participants. You can read that in the report. Thank you. So just briefly, the demographics of the survey respondents. So we had about 61% of white respondents, 32.7% racialized, and 4.9% no response. I think it's important to note that Black respondents were the largest group. So that's one thing that we'll kind of speak to throughout the presentation, that neither Kira nor I are Black. So it's like, how do we ensure that we're surfacing kind of the majority of our kind of participants with respectfully and to honor their stories in the context of the research. And then I think it's also important to note that Indigenous respondents were underrepresented. And initially the project wanted to have a lens on colonialism, but we felt like, you know what, COCO hasn't built enough relationship. We haven't done enough of that work. So let's actually just kind of not honor that, but like own that and kind of say like, okay, let's focus on what we can focus on. Gender, 76.1% identified as women, 18.1% as men. One thing to note is that we had about 6% non-binary or genderqueer respondents, but that sample size was too small to really make kind of analysis from the survey data. So it's really quite unfortunate that that is the case. So that's why you'll sometimes see like racialized women, racialized men. So just to kind of clarify that. Yeah. Everyone wants to know who responded to this. Was it just a bunch of Anglos? No. 74% answered the survey in French and 26% answered the survey in English. And we kind of explored like what were the languages people spoke. And there was a lot of allophones, of course, within our data set. But in terms of French and English, 87% spoke French, 78% spoke English, and 67% were bilingual, with French being the dominant workplace language. So this is really from our respondents as well, because COCO has a history of working in particular with Anglophone groups. We also wanted to make sure that we weren't being too siloed into the Anglo land. Yeah. Et juste avant de se lancer dans le reste, on voulait aussi clarifier un peu les mots qu'on a choisis pour cette recherche. On a eu beaucoup de dialogues, en fait, sur quels mots à utiliser. Et dans la revue de littérature, on avait vu que les gens utilisaient, par exemple, personnes issues de l'immigration, personnes issues de la diversité, communauté ethnoculturelle, comme le mot. Et pour nous, c'était des mots qui, en fait, c'était pas exact, ça ne marchait pas. C'est juste pour prendre l'exemple de l'immigration. Il y a plein de personnes blanches qui sont issues de l'immigration. Il y a plein de personnes racisés qui ne sont pas des immigrants récents ou en tout. Fait que c'était des mots qui ne marchaient pas, mais ça a donné qu'on a dû utiliser beaucoup de recherches dans notre revue de littérature qui utilisent ces termes-là. Nous, on a fini par choisir personnes racisées comme le mot qu'on voulait utiliser. Et pour dire juste à l'avance, il y a aussi des critiques de ce mot-là et pourquoi on l'utilise. Et je pense que c'est intéressant aussi de voir le langage qui évolue même durant le processus de recherche. Pour nous, on l'a choisi parce que il y avait un certain aspect où ça montrait le fait que le racisme et le race, en fait, c'est pas un vrai concept, c'est quelque chose de social qu'on on décide que les gens sont racisés. T'sais. C'est comme un processus social. Fait que c'était un peu ça pourquoi on a choisi ce mot-là. Mais on a aussi décidé de, quand les participants utilisaient leurs propres mots pour décrire leur propre expérience, d'utiliser leurs mots dans leur partage. Fait que c'est ça. Et je vais lancer en fait dans la première partie, c'est en fait le chapitre 2 qui s'appelle Les femmes racisées dans le secteur communautaire et partager quelques données. On peut aller. Fait que la première
chose qu'on a vue dans les données sur des femmes racisées en particulier, c'était qu'elles étaient surqualifiées et sous-valorisées. Ce qu'on veut dire par ça, c'était qu'on a vu que les femmes racisées avaient les niveaux d'éducation le plus élevés de tout autre groupe. En même temps, elles étaient les plus susceptibles à être dans des postes contractuels versus permanents. Fait qu'il y avait d'autres recherches qui montraient ça avant aussi, puis notre recherche a confirmé que des postes contractuels, les femmes racisées sont surreprésentées dans ces postes-là et sont également les plus susceptibles à ce qu'on questionne leurs qualifications et que dans leur environnement de travail, les gens doutent en fait que ces femmes-là sont qualifiées, même en même temps qu'elles sont en fait les plus éduquées, entre autres. Fait ici, un tableau qui montre à gauche, c'est les hommes blancs, femmes blanches, hommes racisés, femmes racisées. Et on voit les différents niveaux d'éducation que les femmes racisées ont le plus haut d'éducation au niveau des cycles supérieurs, les hommes racisés au niveau du baccalauréat. Fait que ça, c'est un premier tableau. Et voici un autre tableau qui compare des personnes racisées versus des personnes blanches en général. Fait qu'on voit que c'est 45 dans des postes contractuels versus 27 Et quand on compare, c'est la prochaine diapo, des femmes racisées versus tout le monde, c'est encore plus élevé, fait que 52 versus 35 dans des postes contractuels. Pour nous, c'est important de souligner le lien entre le fait que quand des femmes racisées sont mises dans cette situation-là d'avoir des postes contractuels, il y a un lien direct avec les écarts de richesse dans notre pays. Alors, selon une étude d'un autre organisme, le Conference Board of Canada, les membres des minorités visibles, ça c'est leur langage, nés au Canada et ayant fait des études universitaires gagnent en moyenne 87 pour chaque dollar gagné par leur père caucasien, on dirait blanche dans notre langage. Et ce chiffre-là est le plus élevé au Québec, en fait, quand on compare les différentes provinces. Et les femmes racisées diplômées de l'université gagnent 20 moins que la moyenne nationale. Ça, ce n'est pas nos données, mais on voulait vraiment faire le lien entre les patterns qu'on voit au niveau des postes contractuels et l'écart de richesse qui contribue au racisme systémique au Québec. So part of this is like, what happens to women of color once they are within organizations? And so there's a little thing called tokenism. Who here has heard of this word? Yeah, a few of you. Who here has experienced it? Yeah, a good number of us. And so this language was really developed to expose the kind of superficial efforts that white dominant institutions would usually employ. So sometimes it would be like, we just want the number. So you can kind of think of United Colors of Benetton. Let's have one person of each race, and that's all we need to do, right? And so tokenism kind of has become a huge experience of many racialized folks within the community sector. One of the things that comes with this kind of language, though, is a bit of a myth that often when people of color are hired into roles, they are not qualified. And so part of this kind of justifies like, well, we shouldn't hire folks. Oh, there's not enough qualified racialized people in the community sector. Well, there definitely are, and there's a reason why they're not applying to your organizations. And one of the things that we found at COCO actually is that once we revamped our hiring process post like some of the research at COCO, like we didn't even have to do an employment equity screen. We just had so many amazing qualified, racialized, queer folks, disabled folks applying to the organization. So it's like, what are the messages you send out that signal safety or unsafety in particular ways? Another thing to say about tokenism is that even if you were qualified, people would still perceive your role as being a tokenistic hire. And so I think that's one of the big distinctions, that regardless of your skill set, your experience, that you will still be kind of pigeonholed into that framing. And so there's a quote on the next slide. Oh, there is not.
Okay, never. It's Ah. Thank you. So it's strange to think that the reason I was hired was because I was a person of color. And then there was the assumption that I would be a trouble case and that I would fail at the job when I'm a super hard worker. I've had conversations with people who say, you are only hired because you're a person of color. So this was one of our focus group participants. So it's not, it can be subtle, microaggressions happen, but sometimes it's just like straight up, just like shitty things that people say. Sorry. Okay, we'll go back to the previous slide. And so in our data, what we did was that we asked for different types of experiences of different types of microaggressions. And this really demonstrates that a lot of racialized folks did have their qualifications put to question. So either people were surprised, their qualifications were questioned, or they were just kind of overlooked for promotion because like, oh, you can't do that type of strategic thinking or something like that. This graph shows also that when you disaggregate based on gender, that once again, women of color kind of experience these questionings more than their male counterparts. Is you? Je pense que c'est moi. Je pense qu'on peut aller à la prochaine diapo. Fait que, en général, pour faire le lien entre, on vient de parler des 3 microaggressions liées aux qualifications, mais on a demandé auprès de plein d'autres formes de microagressions pour voir qu'est-ce que les gens expériencent. Fait que ça, c'est les données sur des personnes racisées dans le secteur généralement. C'est les 5 microagressions qu'on voit qui sont le plus courant, le plus souvent. Fait que le premier, c'est qu'on attend de moi que je parle au nom de tout mon groupe racial. On s'attend à ce que j'entreprenne tous les projets qui sont reliés au racisme ou aux races. On attend de moi que je travaille avec tous les clients racisés parce que je suis racisée. On s'attend à ce que je minimise les aspects de ma race ou de ma culture, tels que mes vêtements ou ma façon d'interagir afin de m'intégrer. Et on attend de moi que j'explique des aspects de ma race ou de ma culture qui n'ont rien à voir avec mon travail. Fait que ça, c'est les 5 plus communs qu'on a vus dans les données. Et on va aller pour une citation. En tant que noir, je dois travailler 2 fois plus dur pour arriver à la moitié de ce que les Blancs obtiennent, principalement parce que je risque de ne pas être pris au sérieux. Même aujourd'hui, je dois penser à me contrôler. J'avais l'habitude de me cacher en écoutant du rap parce que si j'en écoutais en tant que personne noire, j'aurais l'air plus ghetto. Et les gens me disaient, wow, tu parles tellement bien, mais je parle comme tout le monde. Encore une fois, ce qu'on a vu, c'est que les femmes racisées dans le secteur communautaire subissent des microagressions raciales de manière disproportionnée par rapport aux hommes raciaux. Fait que les 2 groupes vivent beaucoup de microagressions, mais il y a quand même une différence dans la fréquence et aussi le type. Et on va aller dans le prochain slide. Fait que ça montre toutes les top 5 microagressions pour des femmes racisées versus des hommes racisés. Ce que ça nous apprend en regardant ces données-là, c'est qu'il y a une certaine qualité de hypervisibilité en même temps qu'une invisibilité. Et les 5 formes plus courantes, les femmes racisées sont souvent demandées pour faire comme le travail racial de l'organisme, fait interagir avec les clientes, prendre en charge les projets liés à la race, être invitées à parler au nom de leur groupe racial. Fait que c'est comme un certain hypervisibilité très publique, en même temps qu'on leur demande de cacher en fait leur culture ou leur background. Fait qu'il y a un certain polarité ou contradictions comme impossible en fait. Et voici une autre citation. En tant que femme de couleur, la lutte contre le racisme exige un travail émotionnel et une énergie dont je ne dispose pas toujours. Je pense qu'on peut voir ça aussi à travers
à travers les 5 microaggressions les plus communs, que c'est demandant. En fait, c'est beaucoup de travail relationnel, de gérer les émotions, l'énergie et le plan et les autres et les clients du groupe. Fait que, on a trouvé cette citation particulièrement importante pour comprendre l'aspect du travail émotionnel dans tout ça. So now we're going to talk about what is the impact of these experiences in the sector on retention. So what we found was there's a nice little box plot if there are any data nerds in the report. Doesn't fully make sense to if you don't get it, but there's an explanation, so very interesting. Anyways, but basically we found that the more incidences of racial microaggression that someone kind of experiences directly correlated with the desire to leave the community sector, which makes sense. But it was very interesting that once we looked at the data and we kind of correlated it, it became very visible. So with that, 1 out of 5 racialized respondents left their roles in the past year due to an unwelcoming work environment. And this increased to 1 out of 3 over the past 3 years. So this is the data here. Yeah. So this, you'll also maybe notice some fun focus group names. We just wanted the participants to pick whatever names they want. So we'll have like egg, bitter, anana. So thanks, focus group participants. There's so many organizations that when they hire one woman of color, the conditions make it pretty much impossible for them to stay, whether it's the emotional labor or the racism. So you can't really kind of separate the types of emotional labor that women of color are doing with kind of the racism that they're experiencing because it's intrinsic, right? So what we're going to do now is kind of show some, share some unpublished data. So it's not in the report at this point. But so what we found was that if you looked at white versus racialized workers and they're kind of reporting of witnessing certain types of behaviors, it differed starkly between racialized and white respondents. There could be some reasons of like maybe they're predominantly all white organizations. There could be many different reasons why that happened. But what we found was that about 25% of racialized workers reported witnessing a colleague leave in the last year due to racial harassment or an unwelcoming environment for racialized staff versus less than 1 in 10. So about 7% of white respondents witnessed such departures. And so this makes us think about what are they witnessing and how are they understanding this kind of turnover of racialized staff, right? So this is just the graph that kind of shows that. So it's quite stark. Then on the next one, it's that there's often this mythology of departure. So it's like, oh, they're leaving because they're going back to school. Oh, or they're leaving, they got a better job, or they're leaving, they want to spend more time with their family. And so these things could be a fractal of the truth, but it's also what we were hearing in the focus groups was that people would only really disclose the true motivations as to why they were leaving to those they trusted, to those who had earned it. So that shows that some things are both very visible and also invisible depending on the relationships you have within the sector, right? And so we call this like the mythology of departure, where the frequent exits of racialized staff go unnoticed or misattributed, or there's just confusion and like lack of clarity as to why they have left. So what we have here is a bit of a case study on data on leadership. So for those of you, maybe you saw like these presentations like 5 years ago, but this is a recap of that. So what we did is that we kind of went in and we looked at the specific data around women in leadership positions and what were the retention rates here. This is also unpublished data. So what we really kind of started to notice was this concept of the glass cliff, which was, you know, we sometimes talk about the glass ceiling. So you're like hitting the ceiling that you can't go off, can't go through. But then the idea is that for a lot of racialized women and in particular Black women, it's a glass cliff. You get into a position of leadership, you think you're gonna experience more protection because you have more structural power, but actually that hyper visibility puts you at more risk. And there was a very famous article, I think by Dr. Rachel Zellers about
Tramitus. Sorry if I mispronounced the name, which kind of explore that. So I'd recommend people looking at that. Yeah, I think that's probably good for that slide. Thank you. So what our data shows is that when we look at racialized leaders, there's already an underrepresentation of racialized people in leadership positions. So of all of our racialized respondents, about 10 to 11% held director roles, versus about 30% of white respondents held director roles. So that tells you that there's like a gap in terms of representation. And I think it's also worth to mention that the majority of our racialized directors were identified as Black. Yeah. So this is, I find, always really heartbreaking data. So I just want to be very gentle kind of sharing this. Like, I still get emotional reading it because it's just heartbreaking, right? So what we found was that racialized directors had a retention rate of 55%. What we found was that a majority of them actually stayed in the sector, but were no longer in leadership roles. And that could be for a variety of reasons. They could be like, I'm tired, I want to do other things, but I think it is quite telling who aren't in leadership positions that they were 3 years at the time of responding to the survey. And about 78% had advanced degrees. In comparison, we had a lot more white respondents. White directors had a retention rate of 89% versus, and about 26% had advanced degrees, right? Yeah, I'm hearing stuff in the crowd. Yeah. In terms of gender, an interesting thing is 100% of men retain their roles. And then if we look specifically at the experiences of racialized women, only 1/3 of women stayed in their director positions in comparison to 9 out of 10 white women directors. So that's why for us, it was really important to not just talk about race, but talk about the intersectionality of race and gender, because once you disaggregate the data, the stories are completely different. Oh, is this me? Yeah, okay. I was like, oh, I'm done. So what we found, so the reason why we flipped the chapters, so we're going to chapter 1 now, was that we found that like going into the data, that kind of explained more the storytelling. That's what we're going to kind of move into. And so I remember right before I was hired at Coco, Kira was like, come do like a thing for the board on anti-racism. And we found like an old version of this tool, which was pretty sure made in a Word document. And yeah, so we decided to kind of like update this document. And what we found was that the stories we were hearing, both kind of anecdotally, but in the data, mapped on pretty like bang on to this diagram. Next slide, please. Yeah. So yeah, so the tool originated by Safehouse Progressive Alliance of Nonprofits in 2008, and then we updated it around the time that we were doing Diversité d'abord. One of the things that we found in conversation with our colleagues and focus group participants, so we did do a focus group specifically for queer and trans folks, and so that was a very like useful data for us in terms of like kind of shifting our thoughts around this. What we found was that kind of just saying the problem women of color was too, once again, binaristic. So what we, like a lot of the stories that we're talking to really also apply to like femmes of color as well. So we have that in this tool. And then we kind of worked with the amazing Emil. Hi, Emil, if you're around. Who led the creation of a video that highlighted a lot of the stories. So basically we took quotes from the focus groups and then we kind of wrote a kind of, how do you say it? Like a pastiche or a something? I don't know, some sort of, we use basically the quotes to kind of create a narrative of like a woman of color within the community sector. En fait, il devrait avoir. Oh, yeah. So in kind of working through the tool, one of the big kind of new things that we kind of came up with was this concept of weaponized bureaucracy. So this term has been used to talk about like state actors committing violence against different communities in particular ways.
But what we found was that there was an echo of that happening within organizations of how policies and procedures would often be instrumentalized against racialized women in different ways. And this is often linked with a heightened level of surveillance, so like being monitored about the way you look, the way you dress in different ways. And the surveillance would happen not just by superiors, but also by their coworkers as well. This idea of like putting people back into their place, right? And so there was examples of superiors remarking on facial expressions, punctuality, targeting racialized staff, while white coworkers would experience basically impunity and did not experience the same level of scrutiny. So this was like an element within the kind of tool that we talked about and we explored in terms of the context of retaliation. So this was a quote from Bitter. One of the things that I notice, I have really bad posture and I'm not always conscious of body language. And I often doodle to help me focus. So I have to snap out of it and need to sit and watch my body posture. My long arms often end up being crossed. So people are looking at me, the Black girl, and think, why is she mad? Even though I'm thinking of Netflix or listening, but consciously having to be conscious of my body. So just think about the like stress of like needing to hold your body in a way that isn't kind of relaxed and kind of grounded, just hyper visible, like it has a physical toll as well. So these are some of the stories and kind of adaptations that we've made to the tool. So I think now we're going to have a bit of a screening and then Kira's going to go into a couple of more of the like changes that we did. So it seems we just gonna take a few seconds to make sure that the sounds is with the video. So just bear with us, please. On a fait tellement de planification technique. Quelque chose. And just to say that this video has been made in French and in English, and our graphic designer, video creator is actually here. So sorry, but you understand. This was the work done by Grace. So, Juste pour mentionner que la vidéo a été faite également en français. Donc, et pour juste spotter, mettre de l'avant la personne qui a travaillé sur ce beau projet graphiquement, c'est Grace Anne qui est dans la salle avec nous aujourd'hui et qui a aussi travaillé sur le visuel du rapport. So, Grace, beaucoup d'amour, so much love to you. Maybe pour les interprètes en ligne, je vais dire le message en français. Ce qu'on peut faire, c'est peut-être on va continuer la présentation et on partagera la vidéo par la suite parce qu'on veut prioriser aussi vos questions et vos échanges, si ça fait du sens pour tout le monde. C'est comme un moment collectif. Puis on veut valider avec vous, est-ce que ça fait du sens? On vous l'envoie et on priorise les échanges et questions. Fait que je vais continuer alors. Fait que c'est ça, la vidéo est vraiment touchante en fait. Et si vous ne l'avez pas déjà vue en français ou en anglais, je la recommande. Il y a aussi quelques d'autres éléments de notre analyse de l'expérience vécue des femmes racisées qu'on voulait ajouter en fait aujourd'hui pour mieux comprendre. Et ça traite beaucoup, en fait, de l'expérience, comme Amélie a dit, la plupart de nos répondantes, c'était des femmes noires, et il y a des expériences en particulier qu'elles vivent. Et si vous connaissez l'outil, c'est comme à la fin, c'est la femme part de l'organisme. Et
ce que le Dr. Rachel Zellers a apporté dans son analyse à elle, c'est que souvent, et surtout dans des positions de leadership, mais pas seulement, ce qui arrive en fait, c'est que les organismes essayent de punir la femme noire encore après qu'elle est partie. Fait qu'il y a un pattern que les gens vont salir son nom, vont euh, partager des informations malhonnêtes ou whatever pour un peu détruire la carrière ou euh, le, comment dire, la réputation de la femme noire après qu'elle est même partie de l'organisme. Fait que ça, c'est un pattern que Dr. Zellers a documenté et que nous aussi, on a vu aussi dans nos répondants. Alors ça, c'est important, c'est différent en fait des autres expériences. Et oui, et l'autre qu'on voulait juste ajouter, c'est que pour le diagramme, si vous le connaissez, c'est une femme qui porte un hijab. Pour la vidéo, c'est une femme noire qui porte un hijab. Et c'est des modifications qu'on a apportées au graphisme de l'outil pour des raisons assez réfléchies. Être musulmane, c'est pas nécessairement être racisé, mais on sait qu'au Québec, l'islamophobie qui est présent dans notre culture, dans notre politique, dans notre contexte légal, et c'est intense en fait. Et on voulait souligner l'expérience des femmes musulmanes comme partie en fait du racisme systémique qu'on vit ici. Et aussi que ce soit une femme noire pour plein de raisons, mais aussi on suit un peu la recherche du docteur Delis Mogabo qui fait des recherches à l'intersection sur l'expérience des femmes musulmanes noires au Québec et comment elles sont un peu abandonnées par tout le monde, abandonnées par les personnes qui essaient de contrer l'islamophobie parce que leur idée de c'est quoi une femme musulmane, c'est pas une femme noire, et vice-versa. Elle fait des recherches en particulier sur comme l'islamophobie et l'anti-noir, le misogyne noir dans des mouvements sociaux au Québec. Ça, c'est une citation de sa recherche. Ma race, mon genre et mon identité religieuse ont convergé d'une manière très spécifique à ce moment-là, à bien des égards, parce qu'une grande partie du discours sur l'islamophobie est centrée sur le corps des femmes musulmanes non noires. Je ne pouvais pas être musulmane parce que je suis noire, mais aussi parce que je suis une femme noire. La fémininité arabe, asiatique et persane que les islamophobes et leurs homologues jurent de défendre et de promouvoir est la même fémininité qu'on nie aux femmes noires depuis l'esclavage. Ouais. Si jamais vous voulez vous sentir comme dans la présence de quelqu'un hyper intelligent, va lire le travail de Delis Mugabo. C'est ça, je vais passer à Amélie. So we have some other data. We're almost done, believe it or not. So what we wanted to also just share is like you might be wondering, oh, this racism, it's happening. What do people do about it? And so what we found was that actually there were more white respondents than racialized respondents who kind of tried to address racism within the context of their work. So about 55% of white respondents in comparison to 48.2%. And when we start kind of digging into the why, the racialized folks shared that 25% believe that they would not be believed. And so imagine if you're already in the position of doing so much emotional labor, kind of the racial work of the organization, then you're experiencing those things like, but we're doing so much. We hired a diversity person, or we hired this person of color. We're good. We've done our duty. It's really risky to do these things, especially if you've already had to kind of move between jobs, or if, people have to take care of their families. It's a reality, or if they don't have families, they should be able to live their damn lives. And then 17% explicitly named that they did not report due to a fear of repercussions. And we have another data point which also showed that like white people are way more comfortable talking about race
than racialized folks. It's not that we're not talking about these things within our communities, but when we're thinking about the workplace, if you're already experiencing so much hypervisibility, and then you're like, now I'm going to put an extra kind of visibility about talking about race, it can be, honestly, feel too risky. And so I love this table. It's sad on some levels, but interesting on others. So what we asked them is like, what would help you feel more comfortable in addressing racism? The number one thing that white folks said was training. Let's just get a training, a 3-hour training once every 2 or 3 years, and then we'll be good about racism. Sorry, that's a bit snarky, but this is my life. But when we ask racialized folks, the majority said, we want management to support. We want to be backed when we bring these things up. You know, that's the number one thing. We want advocates and we do want training. So it's kind of spread out in different ways. So I thought this was quite interesting. So we wanted to offer this to you today. Like, Yes. Merci énormément, Émilie et Kira, pour cette présentation. Ça fait à la fois, you know. Je dois avouer que pendant qu'il y avait la présentation des données en tant que personne racisée, je sentais un poids sur mon chest et j'ai senti aussi une chaleur monter. Il y a une espèce d'effet de, comment je vais dire, un grand sentiment de validation que je ressens. Puis des fois, juste de se dire et de reconnaître qu'on vit ça, c'est une étape importante pour se le dire. Donc, c'est vraiment important de le mentionner. Et maintenant, peut-être prendre quelques respirations avant de commencer un peu à échanger. C'est une pratique qu'on fait au Coco, tout dépendant de comment on se sent par rapport à un sujet dans un espace. Ça fait, j'aimerais vous inviter, les gens en ligne, les gens dans l'espace, juste à prendre 3 grandes respirations. Donc, let's start. J'aimerais aussi en profiter pour rappeler que pour toute personne dont les données ont fait émerger certaines émotions et qu'il y aura un besoin d'en parler et peut-être d'avoir une autre personne dans son équipe pour continuer à valider des choses, sachez que Gabriela Gomez est toujours disponible dans la salle 106 lorsque vous sortez à la droite de la salle. Avant d'ouvrir la période d'échange et de questions, et pour toutes les personnes qui ont pris en note des questions, des commentaires, ça va être le moment pour le faire. On veut juste prendre un moment pour revenir puis parler un peu du processus de réalisation de la recherche parce qu'il y a la question qui est revenue de cela a pris quand même 7 ans pour publier ses premières conclusions. Et c'est un processus en soi de réaliser ce type de recherche. Donc, ce serait peut-être intéressant pour toute organisation qui se lance dans un projet de recherche-action de partager peut-être quelques apprentissages. Voilà. Do you mind if I say something kind of off topic? Yeah. Also, if you want to stretch, because I know like I'm a fidgeter and I haven't been able to fidget this whole time, which has been wild. So if you want to stretch, please do it. Stand up if anyone wants to stand. Because we might be in freeze mode too. That happens when this stuff comes up. So that's totally fine to kind of move. Yeah. Okay, cool. All right. So why did it take 7 years, Kira? Why? ben, je peux commencer là. Mais en premier, je pense qu'il y a une partie de la réponse est que le COCO, on n'est pas un organisme qui fait de la recherche. Et quand on a commencé ce processus-là, je pense qu'on n'avait aucune idée de la taille de la tâche, honnêtement, dans laquelle on s'est lancé. Fait que les ressources qui avaient été allouées dans la demande de financement qu'on a faite, c'était pour un projet de recherche qui a comme 5% de ce qui est là. On avait besoin d'énormément plus de ressources et de soutien pour faire un tel projet. Et je pense que la responsabilité pour ça vient un peu du part du COCO. On ne savait pas vraiment comment
cadrer un projet de recherche, mais aussi des bailleurs de fonds qui demandaient des énormes livrables avec très, très peu de financement. Fait que ça fait partie, mais aussi une partie de l'histoire, c'est que en faisant la recherche, ça a transformé notre propre organisme. Ça a amené à des conversations à l'interne sur comment nos pratiques, en fait, impactaient les personnes qui travaillaient sur le projet de recherche, comment nos propres dynamiques internes reflétaient les données problématiques qu'on voyait. Et, euh, et ça a amené tout un bout de travail. Et en même temps, ça a donné que il y avait tellement d'organismes qui venaient chercher de soutien de notre part que le nombre de services, le montant de soutien que le COCO offrait dans cette période-là, surtout sur ces enjeux-là, ça a monté comme exponentially, comment dire ça en français? Exponentiellement. Exponentiellement. Fait qu'on se retrouvait avec genre 500 fois plus de travail et pas assez de ressources pour le projet et beaucoup de demandes et des conversations importantes à avoir à l'interne qui étaient très important pour nous d'avoir. Alors, pour moi, ça c'est brièvement là, pourquoi ça nous a pris plusieurs années. Ouais, merci, Kéran. Puis, tu sais, juste peut-être pour mettre en contexte aussi, pourquoi, tu sais, moi, en ce moment, qui est membre employé de l'équipe de Coco, je pose aussi cette question à Kira, qui est auteuriste et affiliée. C'est parce que vu que ce projet a commencé il y a plusieurs années, il y a comme un bout qui a été vécu parce que Kira et Émilie étaient anciennement aussi sur l'équipe du Coco. Donc, elles ont vécu le processus de démarrer et puis initier ce projet. Et puis là, moi, je suis arrivée dans quelques années plus tard dans la réalisation de ce projet. Donc, je vais juste réappuyer le fait que la capacité humaine et les ressources de créer des projets recherche de cet auteur est très importante à considérer puis à discuter à l'interne parce que dans le cas où on doit porter plusieurs dossiers ou gérer plusieurs projets à la fois, ça, c'est comme quelque chose. Toutes ces données et la façon de réfléchir à comment le publier, comment l'amener de l'avant et dans les deux langues. Parce qu'il y a une importance pour nous de le rendre accessible en français et en anglais le plus automatiquement possible. Donc, ça, c'est des éléments à considérer qui ont un impact sur l'échéancier, la durée et aussi les différents collaborateuristes qu'on met à contribution. Je veux nommer que, par exemple, pour la lecture sensible de ce rapport, il y a également une collaboratrice, Zina, donc je ne sais pas si tu es aussi aujourd'hui, qui a énormément aidé. Donc, pour chacune des étapes, ça demande un temps, ça demande des retours, ça demande des révisions. C'est beaucoup aussi du travail de détail et de voir comment les éléments sont visuellement placés entre le français et l'anglais. Ce n'est pas les mêmes longueurs de texte. Et je veux aussi noter que quand on partage un rapport de recherche, en ligne, graphiquement, il y a des nouvelles pratiques d'accessibilité. Donc, il n'y a plus nécessairement la marginalisation des textes parce que ça impacte des personnes neurodivergentes dans la lecture. Il y a un code excusez-moi, je regarde Grace parce que c'est beaucoup des conversations qu'on a eues avec elle, mais on a eu beaucoup de conversations sur les codes d'accessibilité, sur des éléments visuels, numériques. Il y a un travail à considérer dans le processus pour faire en sorte qu'il y ait de la lecture de texte qui se fait au-delà du texte écrit. Donc, c'est tous des apprentissages pour le COCO, dont je tiens à mentionner, c'était une première, mais en même temps, ce sont des beaux projets. Puis ça nous apprend énormément et en fait, c'est dans notre rôle d'organisation apprenante de comment on réinvestit ces informations et comment ça va servir par la suite. Can I add something to that? I think it's also worth mentioning that, like, as a racialized person doing this research, it was really, really hard. And just like, I still have emotional responses 7 years later looking at this stuff, you know? And what I'm seeing in the sector is like, sure, some things have shifted, but a lot of things haven't as well. And Coco is not immune to the dynamic of having racialized people doing a particular type of labor, right?
And I think I like data, and I just also want to do a quick shout out to Alexandra Heggie, who like helped so much, was the lead data scientist, and she was absolutely amazing in kind of surfacing a lot of these things. But one of the things I did in the role of HR coordinator, we kind of looked at who was doing the racial labor of the organization. And any time it was anyone who was on that portfolio that had probably about 20% more overtime. And so it didn't necessarily map on only to folks of color, but it was the type of racialized work that was happening. And that's significant, right? So if we had an atelier say on anti-racism, then the atelier say coordinator Vero would also have that increase of stuff. So there is a particular labor that happens. And also I think there was also like a pandemic that happened. There was also like being kind of frozen and feeling a lot of guilt about the data not coming out, you know? So I think just there's such a sense of relief that finally we're out there, because I think, at least for me, I felt so guilty that like these people had given us their stories and we hadn't done anything around it. Mm. Puis peut-être, ce que je veux dire, c'est que ça prendre le temps a aussi permis de tenir compte de nouvelles données dans le contexte et dans la société qui arrivait au fur et à mesure. Des fois, des nouvelles terminologies, des nouvelles situations qui ont impacté les données et qui ont impacté les conversations qu'on a eues au courant de la dernière année, de la façon dont les écrire et les rédiger dans le rapport. Peut-être un élément aussi sur lequel j'aimerais donner de l'information. Vous avez vu, il y a plein de données qui n'ont pas encore été publiées. Il y en a encore. Donc, tu sais, pour nous, on est vraiment activement à la recherche de possibilités de financer la publication de ces autres chapitres pour le rapport. Et pour nous, c'est important de le faire avec des partenaires qui sont alignés, qui ont les mêmes objectifs communs que le COCO, qui sont alignés avec nos valeurs anti-oppressives et qui définitivement comprendront les conditions qui soulignent, mais en fait, qui soutiennent la réussite de ce type de projet de recherche et en même temps, comme tu viens de le dire, Émilie, la façon de considérer et de prioriser le bien-être de l'équipe dans ce type de travail. Donc, on veut donner des jambes à ce rapport. Puis là, je reprends l'expression d'une collègue dans l'équipe, Pascal. On veut voir comment on peut offrir des espaces de conversation avec les personnes dont l'expérience vécue est impactée directement. Comment on peut continuer à amplifier la voix des personnes marginalisées ou dans des positions spécifiques qui pourraient aider à transformer des pratiques dans la structure. Donc, on sent vraiment qu'avec les données de ce rapport, on pourra approfondir des conversations, puis on pourrait continuer à changer des pratiques. Au COCO, tu sais, Émilie, tu le nommais un peu plus tôt, on a réinvesti des données de ce rapport au fur et à mesure. On a changé le processus d'embauche au fur et à mesure. Je suis fière de dire qu'aujourd'hui, on a un cercle de coordination exécutive, une nouvelle gouvernance au COCO, structure de gouvernance, et on a un cercle de coordination exécutive majoritairement composé de personnes racisées et de personnes aussi de communautés LGBTQIA de plus. Et c'est aussi une représentation qui est visible au sein de l'équipe du COCO. Donc, il y a comme des éléments de cette recherche qu'on s'est dit, oui, on doit, est-ce que l'expression c'est comme walk the talk? On doit, tu sais, c'est ça, les babines doivent suivre les bottines. Merci, Marie-Médy. Donc, on, on parle toujours, moi, je suis une fervente de l'évaluation. C'est beau de faire de l'évaluation, mais comment on réfléchit à réinvestir ces données au fur et à mesure et comment on les incarne. Donc, peut-être parce que je vois le temps avancer, puis je sens qu'il y a probablement des questions et des commentaires dans la salle. Comment on va fonctionner? C'est peut-être que Caddy, c'est toi qui devais faire cette partie d'animation, mais je suis. Ah, OK, Caddy, I got this. Comment on va fonctionner? C'est que juste pour ouvrir l'espace, on va voir si on a des questions de personnes en ligne. Il n'y en a pas encore. OK, merci Caddy. Donc, on veut que ce soit un espace où on veut, en premier tout, prioriser la parole à des personnes racisées. Donc, s'il y a des personnes racisées qui ont des questions et des commentaires, la façon de procéder, nous avons 2 micros à l'avant.
Donc, toute personne qui aimerait venir prendre parole, il y en a un à gauche et à droite de la salle. Là, je suis désolée avec le micro. Comme dans les avions. Sur les côtés auxquels vous pouvez vous diriger, ça peut être des partages de questions, des partages de commentaires, des partages d'expériences. Sentez-vous à l'aise d'aller au niveau que vous souhaitez d'aller. Et à la fois, si vous ne souhaitez pas prendre parole, c'est correct aussi. On le respecte. Donc, that's more than okay. Oh, je ne dois pas changer de langue. Désolée, pour les interprètes en ligne, ça peut pas faciliter votre travail. Je vois que quelqu'un s'est avancé à l'avant. Juste mentionner votre nom, votre prénom, pronom, et si vous représentez une organisation. Et sentez-vous à l'aise de vous exprimer dans la langue de votre choix, en anglais ou en français. On verra à qui s'adresse la question. On prendra vraiment le choix de la langue comme vous le sentez. Merci beaucoup, Janie. Bonjour, mon nom est Marina. Mes pronoms sont plus forts. OK. C'est la première fois qu'on me dit ça de ma vie. My God. OK. Alors, mon nom est Marina. Mes pronoms sont elle, she, avec accord féminin. Je représente ma personne aujourd'hui, mais je suis aussi membre du CA du Coco et je fais partie, entre autres, je travaille en ce moment avec la Fédération des femmes du Québec. Donc, d'abord et avant tout, bravo, félicitations et merci. Je veux prendre le temps d'honorer le travail extraordinaire qui a été mis dans ce rapport, puis d'honorer aussi les personnes qui ont présenté ce rapport, qui l'ont porté pendant plusieurs années. Puis je suis tellement fière du travail accompli et ça m'a beaucoup parlé. Comme Janie, beaucoup d'émotions, j'ai eu chaud, j'ai eu froid, puis je me suis sentie vraiment validée et j'ai partagé plein de choses sur mes groupes WhatsApp en même temps. Voilà. Donc, donc je voulais commencer par ça et j'aimerais continuer avec une question par rapport à comment amener ce rapport à être à valider d'autres organisations, d'autres personnes qui vivent ce type d'expérience, mais surtout amener des organismes à faire ce que Coco a fait, c'est-à-dire changer les manières de faire de manière durable et obligatoirement se questionner sur des pratiques dans le milieu communautaire. Je sais que vous avez déjà fait le rapport, donc à un moment donné, il faut aussi laisser les gens être, mais puis prendre leurs responsabilités. Mais j'aimerais beaucoup savoir le travail de promotion et de mise en pratique qui accompagne la présentation de ce rapport aujourd'hui. Merci. Merci pour la question, Marina. C'est sûr que, tu sais, on avance étape par étape avec ce projet. En le publiant, le 30 juillet, on a vu déjà des beaux retours, des belles réactions et des demandes qui ont commencé à entrer par courriel. Des demandes pour des présentations de données, des demandes pour faciliter des discussions dans des organisations, dans des regroupements. Et à la fois, il faut aussi du budget pour soutenir ces activités, ces actions. Puis je vais être totalement transparente. Tu sais, en ce moment, on a des discussions au sein de l'équipe du Coco pour voir tu sais, comment aussi on veut continuer à répondre à ces demandes et à quoi nous sommes prêts et prêtes aussi à répondre. Parce que dans le travail d'accompagnement qu'on fait avec des groupes, on parle du readiness de certains groupes d'apporter des changements et des transformations. Et on tient à cœur le bien-être des membres de l'équipe qui vont dans des organisations et qui peuvent être face et qui peuvent vivre des microagressions, qui peuvent être heurtés, qui peuvent être blessés. Donc, c'est des grandes questions qu'on continue. On n'a pas encore totalement la réponse. Toutefois, c'est très clair que nos impacts et nos objectifs,
on veut amplifier l'expérience et la voix des personnes marginalisées avec ce rapport. Très clairement, on veut qu'il y ait des conversations qui aient lieu dans des structures. Après, comment le faire en tenant compte de notre bien-être, du bien-être des affiliés au COCO? Dans quelles conditions, si on souhaite le faire? Parce que ça, c'est important dans notre approche de bien l'incarner et de inviter les groupes à comprendre tout ce que ça sous-entend, d'avoir des conversations, de dire qu'on veut changer des choses. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment changer des choses? Est-ce que c'est une seule personne dans l'équipe qui veut changer les choses? Est-ce que c'est la personne racisée seulement dans l'équipe? Est-ce que c'est l'ensemble qui porte? Et est-ce que les personnes qui sont en position de leadership dans l'organisation vont aider à avancer et changer les choses? Donc, il y a comme toute cette analyse à faire, mais définitivement, c'est quelque chose qu'on veut faire pour la suite, qu'on veut avancer, mais on est en discussion pour les étapes, comment l'équipe souhaite le faire, comment on veut informer les gens, parce qu'on a des apprentissages qui ont été faits d'ouvrir des discussions sur le racisme. On veut les respecter, puis on veut prendre soin des personnes qui le feront au COCO. Je ne sais pas si vous voudriez... Oui. Bonjour, je suis Sabine Montpierre. Mes pronoms sont elle et she. Mes accords sont féminins. Je représente la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Je suis conseillère en éducation et promotion des droits. Et ma question, c'était de vous demander, vous avez eu donc toutes ces victimes qui ont pris ce temps de vous partager leur vécu. Est-ce que elles ont été conscientisées qu'elles avaient des droits et qu'elles pouvaient avoir des recours? Est-ce qu'elles ont mis en place un processus de plainte? Est-ce qu'il y a encore une carence en milieu communautaire et surtout dans nos communautés noires d'identifier que nous avons des droits fondamentaux qui ne sont pas des privilèges et qu'il y a donc des possibilités de se faire accompagner pour se faire rétablir ses droits. Merci beaucoup. That's a really great question. I don't know if we need to switch. No, no, we're good. Okay. I just don't want to be rambling and different things. Thank you for that question. I think when we were doing the focus groups in particular, we weren't sure what was going to come up, but there's some really intense stuff that came up. I just gonna be honest, I don't necessarily, it was 7 years ago, so I don't fully remember, but I do know that around that time, we would like often send resources to the Canadian Race CRAR around these things. I think that's a really great point, and I think so much of the time that we spent in excavating the data was to figure out what was happening. And then that we're almost at the phase now of like the now what? What are the sort of structures and supports that would actually allow people to advocate for themselves, to know their kind of support mechanisms in the place? And honestly, in terms of the organization, there was a lot of stuff going on with your organization around that time too. So I think there was like questions about like where could people actually go and feel heard? And I think in the conversations with people, it's so exhausting to kind of put forward a complaint. And so that wasn't necessarily what people wanted. They wanted to talk with people, share their stories, feel less alone as well. So I do think there were a couple moments where we're like, okay, you should definitely go to the CNSST or whatever, but I think it was a bit more like we want to commune, we want to share our stories and kind of build connection so we can build safety for ourselves because we're not going to get it in an institution. So. J'ajouterais juste qu'il y a comme deux niveaux du procédure de plainte à l'interne de l'organisme puis à l'externe de l'organisme. Et je pense que ce qu'on voit, puis ça, c'est pas dans les données, ça, c'est en tant que consultante. Qu'est-ce qu'on voit par rapport aux procédures internes, c'est que les gens n'ont pas confiance dans le processus de leur protéger. Et on voit dans le donné que les gens ont peur de répercussions s'ils portent plainte formellement ou informellement et d'avoir
vu des processus de plainte, généralement, je suis d'accord avec leur manque de confiance dans le processus. Et c'est pas nécessairement la faute à... C'est c'est souvent des petits OBNL de 8 à 10 personnes. Il n'y a pas un autre superviseur. Fait que les processus de plainte que je vois à l'interne des OBNL au Québec, c'est pas le bon outil pour le contexte, je dirais. Ça, c'est mon opinion. Mais, et puis à l'externe, ce qu'on voyait par rapport à, par exemple, la CNSST ou la Commission de droits de la personne, c'est aussi une manque de confiance, surtout, en fait, sur euh, si le harcèlement racial ou lié au racisme va être compris ou pris au sérieux par le système en soi. Je pense que les gens ont peut-être un peu plus de confiance sur d'autres enjeux. Euh, mais comme si le harcèlement racial va être compris, puis là, je suis moins capable de dire si c'est une manque de confiance qui a une bonne base ou non, mais c'est ce que j'entends, je dirais, dans la conversation. Fait que c'est ce que j'ajouterais. Ouais. Les plaintes que nous recevons principalement sont dues au harcèlement discriminatoire. Donc, c'est un combiné de harcèlement physique, harcèlement sexuel ou psychologique, avec un ajout d'un motif, un des motifs des 14 motifs de la charte, ou plusieurs motifs de la charte. On pourrait avoir même un harcèlement discriminatoire intersectionnel. Donc, nous devons absolument avoir une des raisons qui peut être soit la couleur de peau, soit l'origine ethnique, soit l'identité de genre, etc. Il y en a 14 là. Et nous entamons la plainte. Tout est gratuit, les services sont gratuits. Il y a une écoute pour amener les victimes à aller vers le processus. Merci. Je vais venir te revoir après, OK? Alexandra. Allô, bonjour. Donc, mon nom, c'est Alexandra, Alexandra Pierre. Mes pronoms, c'est elle, she. Beaucoup de choses. Alors, premièrement, j'aimerais ça vous remercier. Je pense que c'est vraiment un rapport super, super important qui, à la fois, est très original dans le sens où est-ce qu'il y a peu de choses et à la fois confirme et valide des choses qu'on sait déjà, mais que de toute évidence, il faut continuer à écrire et à dire. Donc, merci beaucoup, beaucoup pour ce rapport-là. J'avais deux remarques, mais j'aimerais aussi dire que ben, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais il y a quelques années, la loi aux normes du travail, un des enjeux, c'était aussi, donc c'est un des enjeux aux normes du travail, mais aussi à l'interne des organisations, c'était d'essayer de pousser les gens à la médiation. Donc la médiation dans l'absolu, j'ai rien contre, mais il y avait toujours cette idée de il faut faire un compromis, essayons de régler les choses en discutant. Puis ça a quand même une limite, surtout quand on vit des violences raciales. Et ça fait partie, ça contribue à l'idée que c'est plus ou moins pris au sérieux d'essayer de pousser un certain nombre de personnes à la médiation. Donc ça, c'est un truc. L'autre chose, en fait, c'est plus des remarques, là, à part de vous remercier chaleureusement pour ce travail-là qui a dû prendre beaucoup de temps et d'énergie émotionnelle. Il y a deux choses qui m'ont comme un peu fait réagir dans votre présentation du rapport. Le premier, pardon, le premier, c'est l'idée qu'après que les femmes, notamment les femmes racisées, sortent de leur milieu de travail, il y a comme une volonté de continuer à les punir. Je trouve ça intéressant que c'est souligné. Puis, comment aussi dans les organisations comme femmes racisées qui restent, on est aussi exposé à ça et parfois on participe à ça d'avoir des commentaires, des façons de revenir sur le travail des femmes racisées qui sont parties en
oui, en patinant, salissant de façon plus ou moins grande leur réputation, en continuant à dire à quel point leur travail était mauvais puis que ça n'avait rien à voir avec le racisme, ce qu'ils ont subi. Donc, j'avais envie de nommer ça parce que je pense qu'il y a à la fois ben, ça qui se passe, mais ça m'a comme fait réfléchir au rôle que nous-mêmes, on peut avoir dans ces comportements-là, puis comment on peut alimenter ça. L'autre chose, c'est la différence entre la formation et le support des coordinations et des directions. Ça, je trouve que c'est quand même un élément central des expériences qu'on peut vivre comme personne racisée, comme personne noire. Le fait que, oui, le training, mais il y a beaucoup d'attentes en 3 heures sur ce qu'on peut faire dans une organisation. Beaucoup d'attentes sur comment ça va transformer les choses, alors que c'est quand même que 3 heures, puis c'est une fois par année. Mais aussi, pour moi, il y a quelque chose d'essentiel dans comment les organisations sont structurées. T'sais, on parlait de porter plainte, de qui est sur le CA, de comment on recrute. À mon avis, il y a vraiment tout un travail à faire sur structurer, plutôt que de juste parler, de structurer de façon durable les organisations pour que peu importe les personnes qui soient là, ça reste. Et ça, c'est vraiment un enjeu. Puis en même temps, cet enjeu de structure ou de créer des politiques, ça a aussi un downside, c'est-à-dire la chercheuse Sarah Ahmed parle souvent de dire pour ne rien faire. Donc, on a des super politiques, fait que tu ne peux plus rien dire sur notre capacité à gérer le racisme, sauf qu'on ne les applique pas, on ne prend pas les choses à bras le corps, puis on laisse les situations se détériorer. Donc, je trouve que ça, c'est un élément vraiment important aussi, la structuration backée par la façon dont les directions et les coordinations prennent en main ce type d'enjeu. Voilà, merci. Thank you, Alexandra, for that. I just want to add just one more thing. I think one thing that we also find, like one of the byproducts of saying like, oh, you're racialized, you can do this work. It also takes like, if you're a racialized person who has never done policy work, then you're put in a position to all of a sudden develop an anti-racism policy within an organization. Like, why would you know how to do that? Like, why? And so then it also kind of creates this dynamic where people are also set up to fail organizationally. And then there's that kind of dynamic that you're speaking to of like, folks of color will be pitted against each other, or the people who leave the organization, they'll be used as an example to be like, don't speak up, don't resist, because you'll be next. So it's kind of an implicit messaging that also kind of comes out as well. So just to quickly add that. Moi, je voulais juste ajouter qu'Alexandra est aussi une chercheuse dans le secteur communautaire sur des enjeux super importants. Puis, je voulais souligner aussi son travail à elle comme quelque chose que vous pouvez consulter là, pour en fait mieux comprendre ce qu'on vit. Je vois qu'il y a une autre personne. Juste prénom, pronom et nom organisation. Et lance-toi. Je m'appelle Indira. Vous m'entendez bien? OK. Maintenant, oui. Je m'appelle Indira, puis mon pronom c'est elle. Et je viens pour le Mouvement Action Chômage de Montréal. On est un organisme communautaire en défense des droits et l'éducation populaire. Et mon rôle, je le nomme parce que c'est important et puis en lien avec les sujets qu'on parle aujourd'hui. Je suis chargée d'un projet qui s'intéresse à l'expérience de chômage des personnes racisées. Ça va mieux. Je peux bouger maintenant. Donc, je suis chargée d'un projet qui s'intéresse à l'expérience de chômage des personnes racisées. Puis, on s'intéresse aussi des personnes nées ici et des personnes nouvelles arrivantes avec des différents statuts. Donc, je tiens à dire, parce que c'est une information professionnelle, que la discrimination, c'est une des 14 raisons qui peut justifier un départ volontaire. Il faut le justifier
Service Canada, c'est pas facile. Des fois, c'est dur, mais si jamais je le nomme, venez nous voir. On peut aider ces gens. Et je le nomme parce que dans notre organisme, ça fait plus de 50 ans qu'on aide les sans-emploi, les personnes sans emploi. Et chaque fois qu'on reçoit une personne racisée, souvent c'est une situation flagrante de non-respect de ses droits au travail, puis des situations qui se répètent, mais on ne les reçoit pas assez souvent. Là, de plus en plus avec les projets. Donc, je pense qu'il faut passer les messages, un peu revenir sur la défense des droits et que oui, on a des droits, puis il faut les faire respecter. Mais ma question aujourd'hui, parce qu'au sein de ce projet, on mène une recherche et peut-être du fait que je suis une personne allophone et on a interviewé plusieurs personnes dont la langue maternelle n'est pas ni le français ni l'anglais. Et je trouve qu'il y a une grosse couche d'oppression là-dessus, comme parce qu'au Québec, pour avoir le droit de parole et pour être comme quelqu'un qui est écouté puis respecté, il faut parler bien français. Et c'est quoi parler bien français? Des fois, j'ai l'impression que même mon niveau de français n'est même pas parler bien français. Puis on s'entend que je suis une personne avec un diplôme qui étudie littérature québécoise, mettons. Donc, ma question, est-ce que vous avez des données spécifiques pour les personnes allophones racisées au milieu du travail? So we do have data on which languages people spoke outside of French and English. So we do have data, but I mean, unfortunately, the research project was so big that we had to just make some calls. But I'm sure if we went back into the data set and pulled things out, we would be able to see certain things. But what you say is super real. Like to share, like when we would go present the initial findings of this research, the amount of like, oh, this tool was based off the American one, even though we had adapted it to the Quebec context, wasn't good enough. There would be nitpicking about the language. I think honestly, like the political kind of rhetoric in Quebec around language was so intense that I think that also contributed to the reason why it took so long, because we had to be so hyper focused on it. And I'm Anglophone, I do speak French, but like, you know, this has an impact on how people will respond, right? And so I think that's a place where a lot more research should be done also. And just to kind of speak to your first point, we were actually working, I think an important data point around that I wish we could also have gone into is the intersections of disability and racism and gender. We were actually during the I don't know, Legault wanted to do some sort of consultation on, it wasn't systemic racism. Was it systemic racism? It started as a consultation on systemic racism, and then they bailed on that really fast. Yeah, so they bailed on it. And then Coco, so anyways, we were going to kind of look at specifically the experiences of disabled folks, racialized women with Disabled Women's Network, so Nellie and Karin at the time. And it was just because if you look at the rates of unemployment, disability is one of the largest things. And then when it compounds with race and gender, it's like really, really high. And so that's one of the issues with this report. Like we don't actually go into the people who aren't in the market or haven't been able to go back. So I know this isn't answering, but anyways, what you said the first thing kind of riffed. Je voulais juste ajouter que, peut-être pas au niveau des données, mais on a quand même plusieurs témoignages d'une microagression en particulier. Puis on l'a vu dans une des citations de comme dire aux francophones qu'ils parlent bien français. Tu sais, des francophones racisés. Ah, tu sais, ton français est vraiment bon, mais ils sont francophones. Tu sais. Fait que c'est comme une forme de microagression en particulier liée à comment au Québec on pense à l'immigration, le racisme systémique, la langue, tout en même temps pour dire ah ben c'est impossible que tu parles bien français. Je veux juste ajouter ça. Il y avait plusieurs personnes qui ont partagé des expériences de même. Kadi? Hi, I've got a web question from Luisa Cruz, who sends many congratulations on the report and asks, could you please give concrete examples on how you do the process of implementing these findings to help your organization to be more inclusive, equal,
and a more diverse team and governance, especially when you have an organization run mostly for white people? Can I jump in? I feel like there's two parts to the response, right? I think. Sorry, yeah, I gotta get my water down. Et j'ai oublié pour une minute que j'étais là. Je fais ça en français aujourd'hui. Il y a deux parties à ma réponse initiale à ça. Puis le premier, c'est que je pense que un des défis que le COCO avait avec ce projet de recherche, c'était que au début, on proposait des changements organisationnels, des pratiques anti-oppressives. Puis là, on avait la réponse, ben, ça vient d'où ça? Tu sais, comme, quelles données ou quelles preuves est-ce que vous avez que c'est vraiment un problème, qu'on devrait prioriser ça? Alors, on a fait le projet de recherche et souvent, la question après la recherche, c'est, ben, on fait quoi? Et alors, je veux juste, c'est pas nécessaire, je comprends à 100% la question, mais je veux juste nommer que le projet de recherche, notre espoir, c'est que ça a un impact sur les conversations, que les conversations peuvent être plus précises, plus exactes, plus pointues. Mais ce n'est pas un projet de recherche qui a découvert c'est quoi la solution au racisme dans des organismes communautaires. Et les données que nous avons, c'est par exemple ce que Émilie a partagé, de ne pas trop survaloriser la formation. C'est par exemple, il y a des insights, comment dire, comme ça, des réflexions comme ça, mais à la base, ce n'est pas un projet de recherche qui peut vous donner la réponse à cette énorme question. Et non plus est-ce que nous, on peut en fait donner la réponse à cette question. Et je pense que la deuxième partie de la réponse est ce qu'Alexandra a partagé, où il y a une balance entre changer les pratiques, les structures, les politiques, ce qui est comme mis sur papier, comment les gens sont payés, les contrats permanents, tout ça, et aussi de se développer en tant que personne à un niveau émotionnel, à un niveau de notre communauté, de nos relations entre le groupe. Et ça prend une balance de ces deux approches, je dirais, et que c'est un travail à long terme. Alors, le groupe qui va commencer, qui est majoritairement blanche, va avoir des pas à prendre qui sont très différents qu'un groupe qui est majoritairement racisé. C'est deux contextes super différents et c'est une pratique qui est en évolution. Ce que je dirais en même temps, c'est que c'est aussi la mission du COCO de soutenir les organismes dans ces processus de transformation. Et ça veut dire, entre autres, qu'il y a des services d'accompagnement disponibles. Et à l'intérieur de ça, c'est vraiment ancré sur la croyance que chaque organisme est différent. Et aussi que le COCO a, à travers les années, publié énormément sur le site web, sur des pratiques concrètes. Alors, Émilie, par exemple, a fait référence au processus d'embauche que le COCO a refait. Tout notre processus d'embauche est sur le site web, A à Z, tous les documents, toutes les pratiques, toutes les questions, tous les principes, c'est là gratuitement. Il y a plusieurs autres exemples. Par exemple, on a fait une politique, Amélie a fait une politique à l'interne sur ouais, c'est comme tout ce qui est comme besoin de prendre du temps. Family Community Leave Policy, on l'a appelé. C'était tout pour que notre équipe était soutenue dans leurs besoins de prendre soin de leurs enfants, de leurs parents, de leur communauté, de leurs propres besoins médicaux. C'est une énorme politique et c'est aussi sur le site web gratuitement. Fait que ça aussi, je l'offre en disant que si les gens voudraient chercher des outils concrets, en fait, on a partagé beaucoup à travers les années.
So one thing also you might want to kind of sense is like some people, what is the organizational response to even bringing up racism? Because sometimes it's fight, and that's really intense. And so that's something to kind of like attune to. It's like, how do you think people will actually kind of react to this data in particular ways? I think one of the interesting things that we got in the survey is just some people were like, wow, just doing the survey made them start thinking these things. And also other people heard of the survey and like freaked out that people are even responding to the survey. So like if there are ways to put like small little tests, I wouldn't necessarily send the full report right away, but if there's small little tests you can do to see how your organization will respond to the content, then you can start strategizing a bit more about will it actually be a welcoming space? And also put money into it. Put money, resources, and time. Don't make it so that it's on the side of someone's desk doing this work. You have to free up people's schedules, hire new people, and ensure that there's like solid mental health support, good benefits. I know it's a lot easier to say up here than I know the budgets of a lot of community organizations are a lot more like tight, but these are the things you have to think about. This is change work. It's not like a one-off sort of situation. Et peut-être un élément que j'aimerais ajouter. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'avance son micro? J'aimerais aussi inviter comme à la décolonisation de notre esprit quand on veut changer des pratiques. C'est pas nécessairement que des outils. La façon d'avoir des conversations, les mots qu'on utilise ont un pouvoir, font référence à des éléments. Puis ça peut être des premières étapes qui aident avant d'arriver à, je ne veux pas dire la formation, mais aux étapes qui vont aider au changement. Donc, je vais juste, parce que quand on fait des conversations au Coco ou qu'on a des séances d'apprentissage entre nous, on essaie de réfléchir réellement à quelles sont les connaissances ou les habiletés qu'on va développer, puis ce n'est pas nécessairement que des outils. Puis ça, on l'a énormément appris aussi avec le contact de consultants autochtones, de revoir notre façon de shifter l'augmentation de connaissances ou le transfert d'apprentissage. Ça peut venir de différentes façons. Et ça peut être des petits pas qui font des grands changements dans des structures. Merci. Hi, my name is Saul. Yel, they, them. I will try to stick to one language, but I have trouble sometimes. Thank you. Like, I've been following this work and like Coco's work. It's fucking amazing how much you've helped me look at my own shit and like take my responsibility as a privileged person seriously. And yeah, like this thing has an impact, and I think like it's fucking huge. It's amazing what you've done. And sorry, okay. What I actually wanted to say, I think I'm white. I'm also trans, and as a trans person, when I am new to an organization, people fall over themselves to ask what they can do to make me feel comfortable. They will bend over backwards to alternate between feminine and masculine adjectives and not notice that I am scared to go to the bathroom. So I think this is a different kind of experience. I'm not comparing this in any way, but I think like for like me and other white people, I think we need to remind ourselves to move past the easy solutions, to stop looking for the easy solutions, to stop thinking that we can be told what to do right, that there is a perfect answer. And I think like our responsibility as the white people that showed up here today is that's not where it ends. Like, I need to do my part for the white people that didn't bother to show up, to like push past those easy solutions and to get comfortable with trying something that's not perfect, but just trying it and being okay with being told that it's bullshit. Like,
and not stopping and not getting discouraged because I did this one thing and then I was told that it was the bad thing and oh well, I'm never going to do anything again. So like yeah, like sometimes like start with good enough and work from there and like reevaluate like constantly. The shit doesn't go away. And like so and actually that's a thing that I learned from Kira and Emily years ago, that you know, good enough, moving on is good enough. We need to start something. So thank you so much. Merci énormément à tout le monde pour ce moment d'échange, pour toutes vos questions. C'est malheureusement... Oh! OK, on va... Allons-y. Mais non, 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 non. On va y aller, on va y aller, on va y aller. Vous savez quoi? On va y aller. Je vous laisse la parole. Depuis tout à l'heure, dans le fond, je me pose la question de est-ce que je parle, est-ce que je parle pas, est-ce que je dis, est-ce que... Ah oui, est-ce que je dis... Bonjour. Je m'appelle Marie-Mitzi. Elle, she, accord féminin. Je n'aime pas parler en public. Et je travaille à Relais Femmes depuis novembre. Donc, je ne parle pas au nom de Relais Femmes, juste pour être sûr. Que après, je ne parle pas au nom de Relais Femmes. Dans le fond, depuis tout à l'heure, je me pose la question de savoir est-ce que je prends la parole ou je ne prends pas la parole. Moi, ce que j'ai ressenti, merci. Merci pour le travail. Merci pour la recherche. Merci pour... Déjà, comme... je ne me rappelle pas quoi ton nom, mais tu disais, des fois, on a besoin... Quand tu commences à parler des choses, tu as besoin d'une recherche qui vient comme dire « Ah ah! Maintenant, c'est écrit quelque part. » Tu oublies, tu comprends? Ça vient mettre en écrit les expériences vécues. Mais j'ai un énorme sentiment d'injustice. Mais énorme sentiment d'injustice. Puis là, je m'excuse, je suis un petit peu émotive. Mais énorme sentiment d'injustice par rapport à cette recherche qui met en lumière des choses que je pensais, des choses que je me doutais, mais que finalement qui sont réelles. T'sais, quand les stades les femmes et le leadership, j'étais comme, c'est crazy. Là. Les femmes et les rôles de direction, de dire que, puis je mets comme, non, je ne m'excuserai pas, mais damn! De dire que 29% des personnes qui sont dans la direction n'ont pas le degré pour être là. C'est crazy, là. Tandis que les femmes racisées sont les personnes qui sont les plus qualifiées, qui ont des diplômes, et on ne peut pas avoir accès à ça. Et ça, moi, je trouve ça frustrant. Je trouve ça frustrant parce que ça amène aussi le fait que comment on pense l'avenir dans ce temps-là? Toi, tu es une jeune femme noire. Bon, je ne suis pas si jeune, mais parlons pour les jeunes. OK? Parlons pour les jeunes. Je suis une jeune femme noire, je rentre dans le milieu du travail, je rentre dans un organisme communautaire. Moi, là, je n'ai pas envie d'être intervenant toute ma vie. J'ai envie de faire plus. Mais on me dit que ce n'est pas possible. Dans le fond, ce n'est pas possible que je fasse plus. La seule chose que je peux faire, et c'est ce qui se passe, comme personne, ça fait 20 ans que je suis dans le communautaire, c'est que je fais juste changer de chaise à chaque fois. Et ce changement de chaise fait que souvent, la chaise que j'ai prise, c'est une autre personne, noire ou racisée, qui était là. Et à un moment donné, je me dis, comme je le sais, là, on se dit tout le temps, les personnes noires, tout ça, il faut qu'on se mette ensemble, il faut qu'on se parle. Mais calice, excusez, mais pour vrai, il faut qu'on se mette ensemble. Il y a quelque chose. Puis dans les femmes noires, les femmes racisées, pour vrai, les organismes féministes, les organismes communautaires, c'est nous qui portons l'affaire. On le voit dans les chiffres. C'est nous qui portons l'affaire. Puis chaque fois qu'on cherche de chaise, c'est quelqu'un d'autre comme nous qui prenait la place. Avant moi, là, à Relais Femmes, c'était une autre femme noire ou une autre femme racisée qui a travaillé. C'est quand qu'on va prendre le temps pour s'asseoir, pour se dire les choses entre nous. Hey, pas juste dire, oh, c'est tellement fucked up là-bas, vas-y pas. On a tous besoin de manger. Tu peux pas me dire juste vas-y pas, tu comprends? Mais comment on fait pour se donner les cues? Comment on fait pour se soutenir là-dedans? Comment on fait pour... Puis je sais pas si ça existe. Si ça existe, dites-le moi. Mais une communauté de pratique pour de vrai, de femmes noires qui se démerdent dans ce secteur d'organismes communautaires. Une communauté de pratique, pas d'intervention, pas de sociologie, non, juste des femmes noires qui se démerdent. Des femmes noires qui se démerdent professionnellement dans ce monde dans lequel on se fait bafouer littéralement tous les jours. Et à un moment donné, je ne sais pas là, mais il va falloir qu'il y ait quelque chose qui bouge. Moi, j'ai envie d'avoir une retraite. Moi, j'ai envie d'avoir un avenir.
Je sais que mon amoureuse aussi. Je sais que plein d'autres femmes ont envie de ça aussi. À un moment donné, il va falloir faire quelque chose. Il y a des petites filles qui s'en viennent, là. Des jeunes filles qui s'en viennent, des jeunes femmes noires, des jeunes femmes racisées, qui, elles aussi, elles vont avoir besoin de penser qu'elles sont capables d'avancer, qu'elles ont le droit d'avoir cette ambition-là. Alors, il faut qu'on fasse un work now. C'est comme mon cri de cœur. Je sais que ce n'est pas le coco qui doit le faire. I know. Je sais. Je sais. Vous êtes un organisme communautaire, vous devez mettre en place des processus. Et mettre en place un processus, c'est long. C'est pas facile. C'est comment tu fais pour monter un processus quand toi-même, tu es à l'intérieur de ça, que tu aurais besoin de cet espace-là. C'est chaud. Je fais des formations. Je suis une femme noire, de complexion plus claire quand même. Mais tu sais, je fais des formations sur lesquelles je parle des discriminations que j'ai vécues dans ma vie. C'est clair qu'il y a comme un truc de genre mindfuck, mais à un moment donné, en même temps, comme il faut cet espace-là. Puis je le dis, j'ai pas beaucoup de temps bénévolement. Je sais, j'ai 2 enfants, une amoureuse, je travaille, je vais à l'école, parce que, qu'on le veuille ou non, comme femme noire, hein, les femmes noires, j'ai pas vu beaucoup de femmes noires faire une chose dans leur vie. Tout le monde travaille à se démerder pour améliorer ses conditions de travail. C'est ce que je fais aussi. Mais vraiment, je sais pas s'il faut qu'on se monte un groupe, qu'on se fasse un truc dans moi, je suis là, je dis oui. Je sais pas, là, je ne suis pas technologique non plus. J'aurais pu faire une page Instagram en mode je dis oui, je sais pas. Mais ce n'est pas mon cas, mais ça serait nécessaire, je le sais. Fait que si jamais vous avez envie, si jamais le coco peut initier peut-être, parce que je ne connais pas les gens dans la salle tout au complet, mais peut-être de juste faire un hey, communauté de pratique, on commence quelque chose, puis après, on le laisse organiquement arranger. J'en sais rien. Voilà, my 2 cents. Merci beaucoup pour ce que tu viens de dire. Je suis d'accord à 100% de tout ce que tu as dit. Ah oui, oui, je vais le faire, mais je veux juste premièrement te remercier pour ce que tu dis avec les émotions que tu as expressées, parce que je pense que c'est les émotions que beaucoup de nous ressentent. Je suis Naïma Phillips, je travaille au COCO, je suis aussi sur le cercle exécutif en transition avec quelqu'un d'autre qui va bientôt l'être, que vous avez peut-être rencontré. Je voulais dire, aujourd'hui, on ne peut pas promettre, bien sûr, tout ça, mais je pense que c'est une des choses qu'on réfléchit, c'est comment est-ce qu'on peut peut-être créer des espaces pour avoir ces premières conversations, pour voir comment est-ce que ces espaces peuvent se créer. On est aussi dans cette question de financement, comment est-ce qu'on peut soutenir ça de façon plus continue. Peut-être que ça ne va pas être le coco où est-ce que la communauté pratique devrait être. On ne veut pas répondre à cette question aujourd'hui ou dans les prochains mois, mais on aimerait commencer à créer des espaces où est-ce qu'on peut avoir ces réflexions ensemble et où est-ce qu'on a le droit d'exprimer ce qu'on ressent là-dessus. Et j'invite d'autres aussi, si vous avez les ressources à le faire. Les bailleurs de fonds aussi, je pense qu'il y en a dans la salle, peut-être en virtuel. Soutenez ce travail. Ce n'est pas compliqué. Vous donnez l'argent, puis il y a toutes les personnes qui ont la brillance à penser aux solutions. OK, là, c'est fini pour vrai, par contre. C'était vraiment le bon mot de la fin, en fait. Là, ouais, vraiment super. On va passer aux remerciements. D'accord? Je vais juste demander si on peut, on va attendre la liste entière et on va applaudir ensuite. Yes, I'm going to switch back into English. So this research was developed over several years and benefited from the contribution and expertise of many people. This project has been made possible in part by the government of Quebec, the government of Canada, and the Lucie and André Chagnon Foundation.
We would like to thank the participants in the various activities, the authors and collaborators, and all the external people who worked on this project, as well as on the production of this report. A big, huge thanks to the authors. The lead researcher on this project was Emily Yee Claire. The report was co-authored by Emily Yee Claire and Kira Page. The lead data scientist was Alexandra Heggie. The graphic designer on this project was Grace Ann. The copy editing and sensitivity reading was done by Zina Mustafa. All of the included photos in this report were taken by Stacy Lee during our day-long Diversité d'Abord Forum in May 2017. The research has been in progress for several years and has benefited from the expertise of many people. We're thankful to the members of the COCO team and board who have supported this work, including, I'm ready, Amaya Attil, Juniper Belshaw, Emile Briones, Parker Ma, Fabiola Misero, Ngibara, excusez-moi, Ngira Batwari, Jennifer Ndayo, Janie Janvier, Florencia Vallejo, Adjo Chevalier, Stéphanie Darbouz-Lamar, Coralie Conway, Rishenda Grazette, Miata Gorby, Julia Couture-Glasgow, and Homa Kairi. We are also grateful to our external readers and supporters, Camila Gordillo, Miriam Zaidi, Ainsley Genesek, Kamala Macrel, Regine Debrosse, Tiffany Ashona, Kelly Sheeder, Délice Mugabo, Pascal Brunet, Robin Maynard, Shanice Yarde. I feel like a teacher. Karine Mirgiani, Jean-François, Sunny Doyle, Richard Oujin Lee, Adrienne Piggott, and Paul Chuma. Merci, Kadi. C'est important pour nous de prendre le temps de nommer le nom de toutes ces personnes qui ont contribué. C'est une façon de les reconnaître. C'est une façon de les mettre en lumière. C'est une chose de les mettre par écrit puis de dire « lisez-les », mais ça apporte un autre poids d'importance lorsqu'on prend le temps de nommer le nom des personnes. J'aimerais juste prendre un petit mot spécial pour les personnes qui ont pris beaucoup d'heures, de journées et peut-être des soirées, ce qui va inviter à beaucoup de temps de congé pour prendre soin de soi par la suite, mais qui ont travaillé sur l'événement d'aujourd'hui. Plus concrètement, j'aimerais peut-être on envoie des applaudissements à Adjo, qui était à la technique aujourd'hui avec nous, et aussi à Mélisse, notre coordination en technologie qui n'est pas ici en présentiel, mais en ligne. Et j'aimerais aussi envoyer un show d'applaudissements à Stéphanie, coordination en communication au COCO, qui a énormément aidé à la planification de cet événement aujourd'hui. Et j'aimerais juste envoyer un petit mot spécial. C'était incroyable. En fait, je pense qu'on a d'autres données à publier, puis on va continuer à travailler, mais il y a quelque chose d'incroyable de travailler avec vous et Émilie et Kira dans votre reconnaissance, votre positionnalité dans les discussions. Quand est-ce que ce serait le mieux placé à qui de parler et de dire quelque chose par rapport à des propos. Je veux vraiment souligner votre façon de faire les choses qui est très aidante. Et je veux remercier Kadi pour l'animation aujourd'hui. Merci énormément, Kadi. Merci, Janie. Sur ce, on vous dit à la prochaine, on le souhaite.